ici Mégane, je suis libraire jeunesse à la librairie Monet, puis aujourd'hui je vous présente les incontournables pour le mois de novembre. Donc on commence tout de suite avec une lecture vraiment bonbon, c'est-à-dire Annie au milieu de Émilie Chazéran, chez Sarbacane. C'est un superbe roman à 3 voix, en fait, qui emprunte le point de vue tour à tour de la fratrie de un garçon, une fille, et Annie qui est au milieu, qui est l'enfant du milieu, et qui est trisomique, donc. Et l'histoire s'intéresse à comment est-ce que la famille fonctionne autour de la trisomie de la jeune fille et en fait, sa perception à elle, celle de ses frères et sœurs. Et l'élément déclencheur de l'histoire, c'est une équipe de majorettes, en fait, qui inclut Annie depuis longtemps. Puis Annie est passionnée par les majorettes, elle adore ça. Et là, l'entraîneuse... on lui demande de faire une présentation spéciale pour un défilé dans le département, puis elle sort Annie des majorettes parce qu'elle trouve qu'elle ne fonctionne pas avec l'image du groupe. Et là, la famille s'insurge et on décide de monter leur propre groupe de majorettes. Donc c'est une histoire vraiment chaleureuse, douce, honnête aussi, avec les crises d'Annie parfois, les crises familiales autour de ça. Et le point de vue un peu naïf de la jeune fille, mais qui capte quand même quand il y a des choses qui tournent pas rond. Donc c'est une super belle histoire, un super roman, Annie au milieu. 2, 3, 4, 5. Une autre lecture qui réchauffe le cœur, Des choses formidables de Susan Nielsen. Voici. C'est l'histoire de Wilbur qui a 2 mamans qui vit un épisode traumatique au primaire parce que ses mamans ont enseigné en fait à l'école pour lui. On enseignait à la maison, parce qu'il y avait peur des interactions qu'il pourrait avoir à l'école, puis tout ça. Puis là, finalement, arrive le moment fatidique où il doit commencer à être inclus en fait dans l'école en général. Et puis, il arrive un événement vraiment traumatique où il se sent super humilié, il n'est pas capable vraiment de processer ça, puis ça va le suivre très très longtemps. Et on arrive au début de la puberté avec les hormones et tout ça, puis là, un premier amour qui fonctionne pas vraiment. Puis là, un échange étudiant à Paris va être l'occasion de changer la donne avec ses amis, puis lui-même, Wilbur. C'est cocasse, c'est doux, c'est une super belle lecture pour l'automne. Voici. Ensuite, Les carnets de novembre de Marie-Hélène Jarry. Une petite lecture québécoise cette fois. C'est une jeune fille qui rentre dans une papeterie, elle essaie un crayon dans un cahier, puis là, ça se rend compte que c'est pas le cahier qu'elle voulait finalement, puis qu'elle remet en tablette et elle va revenir à cette papeterie-là quelques jours plus tard, puis va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui lui a répondu, puis là, va commencer une correspondance où le mal-être de son correspondant transparaît, même si c'est des thématiques un petit peu lourdes qui sont, ou en tout cas peut-être un peu sombres qui sont abordées, ça demeure assez léger, puis on aborde les thématiques plus en surface. C'est vraiment axé sur la communication puis l'échange entre les 2 personnes qui se connaissent pas mais qui se connaissent en fait. Donc c'est un petit ouvrage super joli avec des illustrations en plus à quelques pages. Voici. Et à la toute fin, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au fil du livre, il y a l'échange dans le cahier et l'échange est résumé à la fin pour ceux qui aimeraient avoir comme l'ensemble des petites phrases échangées dans le cahier, donc les carnets de novembre. Vite, parce qu'on est en novembre. Ensuite, on tombe dans un petit peu plus de fantastique. Par ailleurs, les premiers livres que je vous ai montrés sont tous accessibles au secondaire premier cycle, il n'y a pas de problème. Encore une fois, secondaire premier cycle. Donc, Azul, de Antonio da Silva. C'est un roman qui demande un peu plus de travail. Il y a quelques références, de nombreuses références à l'histoire de l'art. C'est un garçon, en fait, qui a comme pouvoir d'intégrer les œuvres d'art puis d'en devenir partie intégrante. Ensuite, il peut se promener dans les œuvres et les modifier même. Fait que parfois il va voir par exemple une erreur de perspective et puis là, ça va le déranger, il va aller dans la toile, il va la changer. Sauf qu'il y a la protection des œuvres qui est une espèce de société secrète qui empêche les gens qui sont capables d'entrer dans les œuvres de les modifier. Et puis là, ils vont partir après. Il y a aussi une petite histoire d'amour qui est intégrée dans la diégèse avec une jeune fille qui semble avoir le même pouvoir que lui, puis il se retrouve dans les toiles. Donc
c'est une histoire multifacette, très douce, très jolie, mais avec quelque chose d'un peu sombre, notamment parce que il entre parfois dans le subconscient en fait des peintres. Bref, c'est un superbement écrit à vue. On reste dans le fantastique, cette fois-ci un peu plus traditionnel avec Virgile et Bloom. Donc, de Joanne Richoux. Je dis traditionnel, mais c'est un traditionnel avec des épices. C'est un vampire, donc, qui est le professeur de musique d'une jeune femme qui est étudiante en psycho. Cette fois-ci, on est dans le jeune adulte, hein, étudiante en psycho, ça dit aussi une cloche. Donc, les deux vont tomber en amour, seulement le vampire est déprimé, dépressif, et la mélancolie, en fait, ça fait geler le sang des vampires, donc c'est mortel, il ne faut pas que ça arrive. Ils vont partir sur un road trip, sur une aventure routière jusqu'à la forêt de Brocéliande, où il y aurait potentiellement un groupe de créatures fantastiques qui font le party, et on va emmener, en fait, Virgile là-bas pour essayer de voir si ça peut pas le désennuyer, le démélancoliser. Voilà, c'est un peu déjanté, c'est pas le vampire mystérieux et romantique et tout ça, c'est un vampire dépressif. Donc, Virgile et Bloom. Encore une fois dans le fantastique, l'hiver écarlate, Death at Node. Secondaire, deuxième cycle, cette fois-ci, on est dans un monde de glace, un monde fantastique d'hyper-violence, où une jeune fille, dans le fond, se bat pour ramasser des fonds pour soigner son frère qui est malade. Elle participe à des compétitions meurtrières où il faut qu'il grimpe, entre autres, sur des murs de glace. Puis là, les gens, on dit presque à la mort parce que les gens tombent, en fait, de ces falaises-là et quand, à un moment donné, rendu à une certaine hauteur, mais il n'y a pas moyen de rattraper, il n'y a pas de filet, il n'y a pas rien. Puis, il y a le gouvernement de cette espèce de royaume-là, le roi, est conseillé par une espèce de conseiller véreux qui veut que la violence prenne une place encore plus importante dans le royaume, qu'on pousse ça encore plus loin. Donc, il y a aussi l'histoire avec ses fils de ce roi-là qui sont exilés. Bref, c'est encore une fois multidimensionnel. Ça a l'air tout petit, mais énormément de stock dans ce livre-là. Et c'est un premier tome, donc la suite sera à apparaître. Voilà, donc c'est l'histoire. Au début, se focus sur cette relation frère-sœur-là qui est super belle, qui est super intéressante, et ça va glisser à un moment donné vers autre chose. L'hiver écarlate. Historique maintenant avec Sous ta peau, le feu de Séverine Vidal. On est dans les épidémies de vérole, en fait, au 18e siècle. Et je vous montre une page. Voilà. 1764 pour être plus précis. Ange, elle a 17 ans, elle vit avec son père et elle l'assiste. Ce père-là est médecin, puis elle va apprendre en fait sur la maladie, elle va l'assister, elle va être son aide et tout. Et va rencontrer en fait Esmée, qui est une jeune fille dont la famille a presque entièrement été décimée par la vérole. Et en fait, la mère d'Esmée, la seule survivante de la famille, elle veut que sa fille survive, donc elle va essayer un nouveau traitement et c'est comme ça que les deux jeunes vont se rencontrer. C'est une histoire de romance, mais aussi... en fait, romance oui, mais d'amitié surtout, et ça replace vraiment... C'est une autre pandémie, c'est une autre maladie qui est d'il y a plusieurs centaines d'années, donc c'est super intéressant de faire le parallèle. Sous ta peau, le feu, de Séverine Vidal. Cette fois-ci, secondaire, deuxième cycle. On tombe dans la dystopie maintenant avec Paradicte de Pauline Pucciano. On est en 2071. La Terre est vraiment dans un mauvais état, évidemment avec le réchauffement climatique et tout, mais aussi à cause de bombes, à cause
il y a des pannes de carburant, il y a aussi une espèce de maladie génétique, de mutation qui se produit et qui crée des délicats, c'est comme ça qu'on les appelle. Des gens avec la peau très pâle, qui sont plus sensibles aux maladies, sont plus sensibles aux allergènes, sont souvent albinos, ont des déficiences immunologiques, bref, des gens plus délicats. Et ces gens-là sont stigmatisés dans la société. Il y a beaucoup de crimes haineux qui sont commis contre eux. Et il y a justement un meurtre qui vient d'être commis sur une personne délicate. Et là, Alvar Costa enquête, c'est un enquêteur. Fait que le policier se mélange à la dystopie dans cette espèce d'univers super bien construit puis super bien développé. Voilà, donc Paradigme pour le secondaire 2e cycle. Ensuite, Les Nuées de Nathalie Bernard. Encore une fois, secondaire 2e cycle, parce que c'est assez... les thématiques sont assez abordables, mais c'est la forme qui est plus complexe. On est à la fois avant ou en fait pendant une phase d'extinction majeure de l'humanité, en fait, à travers une planète cataclysmique, et après, en fait, cet incident-là, ce cataclysme-là qui cause l'humanité à presque complètement être annihilée avec seulement un très faible pourcentage de survie. Et il y a une espèce de ville science-fictionnelle, mais presque merveilleuse, qui subsiste et qui est délimitée par des nuées. Et quand on dépasse cette frontière-là, les gens peuvent disparaître. Et c'est dans ces deux temps-là, en fait, que va se dérouler le roman, avec des mystères un peu et des interrogations sur qu'est-ce qui subsiste au-delà des nuées. Donc, Les Nuées, le premier livre. Secondaire 1er cycle. On sort du fantastique pour retourner un peu plus dans le contemporain et cette fois dans le drame humain avec La courbe de tes yeux de Nadine Brun-Cosme. C'est une histoire très rude de violence. En fait, un garçon qui va être intimidé férocement et même battu au seuil de sa porte sans que sa mère ne se rende compte de quoi que ce soit. Puis son père est parti et le garçon va nourrir en fait, sans trop s'en rendre compte, une espèce de haine envers toutes ces personnes qui lui font subir la violence et qui ne l'aident pas non plus, qui sont passifs devant elle. Et quand l'occasion va se présenter, il va lui-même choisir la violence. Donc, c'est le cercle, en fait, de l'agression qui tourne. Mais malgré toute cette noirceur-là, il y a une étincelle qui subsiste et c'est Manon, en fait. J'en dirai pas plus parce que, comme vous voyez, ce n'est pas un livre très, très dense. Donc, je vous suggère fortement de le lire. C'est de toute beauté, l'écriture est douce et ça fait un contraste super intéressant avec la violence dépeinte. Et c'est du secondaire 2e cycle parce que, justement, ça prend une certaine maturité. Donc, La courbe de tes yeux. Ensuite, on passe à du théâtre et on est super contente de vous montrer ça parce que on en reçoit pas beaucoup, on n'en présente pas beaucoup. Donc, Sœur Sirène d'Élie Marchand. C'est l'histoire de deux jeunes filles, une cis, une trans. La jeune fille cis a subi un accident en fait qui lui a fait perdre l'usage et en fait elle a dû se faire amputer juste en dessous du genou ses deux jambes et elle cherche à recommencer la nage qu'elle aimait beaucoup à une certaine époque et puis elle est terrorisée par le regard des autres, elle se sent oppressée par lui. Il faut qu'elle change ses prothèses à la piscine pour pouvoir nager, ça la gêne beaucoup. Et de l'autre côté, la jeune fille trans commence tout juste à accepter son identité, à la montrer, à la performer. Et là, dans cette amitié-là, entre la jeune fille trans qui plonge, qui elle adore l'eau et qui va proposer à la jeune fille handicapée de l'aider, puis de faire ce chemin-là avec elle. En tout cas, c'est de toute beauté. Il y a un dossier au début avec un glossaire et à la fin également pour encadrer la lecture, pour aller plus loin dans les thématiques, pour se poser des questions quant au vocabulaire, quant au type d'identité qui sont explorés. C'est un magnifique livre. En plus, vous avez un petit flipbook et des illustrations à l'intérieur. Donc, je vous montre. C'est une superbe pièce et un superbe objet également. Sœur Sirène.
Ensuite, Seul contre elle de Jessica Di Salvo. C'est du jeune adulte. C'est l'histoire d'une agression sexuelle vécue par un jeune homme. On présente pas beaucoup de tabous dans les capsules. Celui-là, je pense qu'il valait vraiment la peine qu'on en parle un peu parce que dans les vagues de dénonciation et tout, les dénonciations d'hommes se sont pas beaucoup fait entendre. Et ce livre-là, c'est super le fun parce qu'il donne la parole à un jeune garçon, en fait, un narrateur qui parle de sa démarche et ça va de l'agression, donc puis même un peu avant. Jusqu'à la fin du procès, les groupes d'aide, tout ce qui se passe dans sa tête, et ce n'est pas complaisant, ce n'est pas acquis, c'est vraiment sur un cheminement personnel, puis les embûches comme les adjuvants dans la quête du jeune homme. Donc, c'est super intéressant et ça s'appelle Seul contre elle. Finalement, le dernier, mais non le moindre, c'est La gueule du loup d'Éric Pessan. C'est du secondaire, 2e cycle, mais pour lecteurs avertis seulement. C'est l'histoire d'une famille pendant la pandémie qui, il y a le père qui travaille dans le système de santé, qui est premier répondant et qui propose à sa famille, en fait, de le laisser, lui, dans la ville, puis qu'eux partent en campagne pour vivre leur confinement un peu plus sécuritairement, puis un peu plus paisiblement. Donc, c'est la mère et ses 2 enfants qui vont partir dans cette espèce de grande maison un peu sinistre, un peu étrange, très très sombre, qui est habitée par la famille de la mère dont on n'entend jamais parler pourtant et que la mère ne veut pas évoquer. Et là, vont se produire un paquet d'éléments vraiment étranges. Il y a des bruits inexpliqués, une peluche qui disparaît, puis un animal ensanglanté dans la maison, entre autres. Et là, tout au long, on se demande est-ce qu'on tombe dans le fantastique, est-ce qu'on est dans l'inquiétante étrangeté, mais en fait, le drame est beaucoup plus profond et beaucoup plus simple que ça. Je veux pas vous divulgacher la fin, mais c'est pour un public assez mature et voilà. Donc, La gueule du loup d'Éric Pessan. Et ça conclut nos suggestions et nos incontournables pour le mois de novembre. Je vous souhaite une excellente lecture et au mois prochain.